on ne travaille, on ne donne que si on a confiance en l'adulte ou en la personne qui se trouve en face de nous. D'où est né ce projet Handicap Héros, CAP pour devenir des héros, parce que c'est vraiment notre volonté. Pour nous, c'est des héros au quotidien. Ils se battent contre leurs maladies, contre leurs différences et ces familles aussi également. Que la paix soit sur toi. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux. Aïssé, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Comment vas-tu? Très bien, et ravi également de participer justement à ce podcast et d'être invité. Merci à toi. Je t'en prie. Je suis un peu rouillé là parce que ça doit faire 2 mois que j'ai pas enregistré avec le Ramadan et après le Ramadan, j'ai pris une petite pause, tu vois. Et là, je suis bien focalisé sur la Makers Conférence qui arrive là le 17 mai. Je pense que l'épisode sortira avant la conférence. Donc, pour ceux qui ne sont pas inscrits d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire à la Makers Conférence, il reste peu de place. Exactement. Je crois que tu t'es inscrit d'ailleurs. Oui, je me suis inscrite justement, j'attends ça avec impatience de découvrir ce grand événement parce que c'est quand même un grand événement, 350 places pour accueillir tout ce monde-là, donc hâte de découvrir et c'est top que tu aies pu faire justement une petite pause avant de pouvoir te lancer et préparer en fait tout cet événement, donc c'est bien. Ouais, alhamdoulilah, ouais, ça demande beaucoup de travail, mais alhamdoulilah, on approche de l'événement, le stress qui monte un peu. Mais ça va bien se passer, ça va être il y a beaucoup d'intervenants, des gens que je connais, que j'ai pu interviewer, et ça va être top, Inch'Allah. Même parmi les invités, ça va être un bon moment d'échange pour tout le monde, Inch'Allah. J'espère que ça se passe bien. Inch'Allah. En tout cas, Aïssé, encore ravi de t'avoir sur le podcast Muslim Makers. Ce que je te propose pour débuter, donc tu es la fondatrice la fondatrice, la présidente, peut-être qu'on peut dire, ou la directrice de l'entreprise Arborescence. Je te propose de te présenter rapidement, de nous dire voilà, qui tu es et qu'est-ce que vous faites chez Arborescence. Oui. Alors moi, c'est Aïssé, donc je suis maman de 3 enfants, donc effectivement, je suis la fondatrice d'une structure psychoéducative qui s'appelle Arborescence, qui a été créée en 2016 et dont là, ça fait bientôt 9 ans qu'on mène justement toutes nos activités au sein de cette structure. Alors cet accompagnement, il a pour but vraiment d'accompagner tous les enfants, vraiment avec un grand S à la fin, sans distinction, en les prenant en charge. C'est-à-dire, on souhaitait vraiment mettre à l'honneur l'enfant, son développement, sa manière d'être, de pouvoir l'accompagner dans cette bienveillance éducative à travers des outils pédagogiques alternatifs, mais également que tous les enfants puissent trouver leur place dans cette société et qu'ils puissent avoir leur espace de pouvoir cheminer, se construire en leur mettant à disposition les meilleurs outils et les meilleurs professionnels qui croient en eux dès leur tout jeune âge et qui sont là vraiment pour les soutenir et les guider à pouvoir avancer et cheminer pleinement. Donc à l'issue de ça, de cet accompagnement-là, on a mis en place 2 types d'accompagnement. L'un dans le cadre spécifique en fait d'un accompagnement on va dire scolaire, c'est sur le temps du périscolaire, en atelier Montessori où c'est des tout petits groupes de 10 enfants avec un éducateur et 2 assistantes qui sont là pour les soutenir et les accompagner dans leur cheminement. Et celui qui a vu le jour il y a bientôt 3 ans, qui est vraiment l'accompagnement spécifique des enfants en situation de handicap. Car malheureusement, c'était très compliqué pour eux de trouver des structures qui les accompagnent, qui les soutiennent, qui croient en eux de cette manière-là. Et cette volonté est née et on a voulu mettre en place tout ça pour eux aussi également. Excellent. Donc vous êtes basé en région parisienne? Oui. C'est là-bas que tu as grandi aussi? Exactement. Exactement. Si tu pouvais nous parler un petit peu de toi, donc tu as grandi en région parisienne, quel cursus tu as suivi, quelles étaient tes aspirations et comment est-ce que tu en es arrivé à entreprendre? Donc, tu es une entrepreneuse chez Arborescence, avec Arborescence. Oui. Alors j'ai voulu pour venir à tout ça, parce que c'est vrai que ça fait écho,
j'ai voulu que ce projet naisse dans la ville qui m'a vu grandir justement, et dont ce projet se trouve justement dans cette ville qui s'appelle Tremblay en France, plus précisément. Alors moi, mon parcours scolaire, en fait, plus j'en parle et plus je me rends compte que j'ai toujours été dans le domaine de l'enseignement. J'ai toujours appris ou transmis d'une quelconque manière un savoir, des connaissances. J'ai toujours été en contact avec l'autre. J'ai toujours voulu soutenir l'autre, mais également en apprendre et moi m'enrichir en parallèle. Donc mon cursus en fait, j'ai été animatrice en fait très, très jeune, vers mes 16-17 ans, où j'accompagnais déjà des groupes d'enfants de cette manière-là. Je pense que ça a déjà commencé à forger mon caractère, ma personnalité, ma manière d'être. Ensuite, très tôt, je me suis formée justement, j'ai été auxiliaire de puériculture, donc j'ai travaillé dans la toute petite enfance, ce qui m'a permis de comprendre vraiment les besoins de l'enfant, vraiment la psychologie de l'enfant, parce que un enfant il naît avec tout un process, et surtout en fait de comprendre, pour pouvoir accompagner un enfant, il faut comprendre qui est cet enfant et ce dont il a besoin. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé dans à être le professionnel que je suis encore une fois, mais également à être maman. Et ça a été un outil vraiment incroyable pour moi à ce moment-là où je découvre après par la suite ma maternité. Hem et donc ensuite, je me suis encore, formée. J'ai voulu reprendre mes études et je suis devenue, professeure des écoles. Donc j'étais professeure de petite section, sur lequel, voilà, j'ai accompagné, mes élèves, dans leurs apprentissages. Et encore une fois, j'ai voulu encore m'enrichir, davantage. J'en entendais, beaucoup, hem à cette époque parler de cette pédagogie, pardon, de Maria Montessori. Je voulais savoir qui elle était, qu'est-ce qu'elle a mis en place, qu'est-ce que sa pédagogie allait apporter de plus aux enfants et pourquoi. Donc en fait, en me cultivant, en recherchant, en fait, pour moi, c'était tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle dégageait, c'était ce à quoi j'aspirais. Et pour moi, c'était une évidence, c'était normal de comprendre un enfant de cette manière-là, ou même de vouloir l'accompagner de cette manière-là. Mais c'est pas réellement ce qui se faisait concrètement au niveau des apprentissages par rapport aux écoles. C'est venu beaucoup plus tardivement, où les maîtresses ont dû en fait adapter, un petit peu se nourrir d'autres pédagogies alternatives et accompagner leurs élèves de cette manière-là. Mais à ce moment-là, c'était vraiment voilà, un enseignement très classique et une vision différente. Et moi, j'ai voulu encore une fois me former de la meilleure des manières, parce que encore une fois, dans ma personnalité, j'aime aller au bout des choses, et j'aime vraiment aller à la source. Je voulais pas une petite formation, je voulais vraiment, à la fin de ce cursus, être diplômée de l'Institut supérieur Maria Montessori, qui me reconnaît en tant que éducateur, et permettant après par la suite d'intégrer cette association et de pouvoir travailler avec mes autres confrères de cette manière-là. Et c'est ce que j'ai fait Ouais, par la suite. parce qu'il y a plusieurs écoles qui se prétendent Montessori, mais qui n'ont pas forcément la formation, la vraie formation, on va dire, entre guillemets. Alors, c'est-à-dire que, certaines personnes, elles vont se former, mais ça va être des formations très, très courtes, de 2 semaines, 1 semaine. Ouais. Elles auront un aspect de la pédagogie, mais elles auront pas un aspect global de cette pédagogie, Hmm. vraiment le tout, 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 tout. Nous, c'était vraiment quelque chose de vraiment très, très, très poussé. On devait lire, tous les ouvrages de Maria Montessori. On devait revenir à elle principalement. On avait vraiment des gros travaux. On avait des travaux à rendre. On a des classeurs. En fait, on finit, on a 5 gros classeurs qu'on doit rendre, qui doivent être validés, et c'est vraiment au millimètre près, c'est très, très, très carré. À la fin enfin, le jour de l'examen, déjà, on a des oraux. On a 4 oraux de professionnels qui viennent du monde entier. Ces 4, comment on peut dire ça? Des examinateurs, qui Ouais. viennent, des 4 coins du monde. C'est-à-dire, en fait, nous, on avait Angleterre, Allemagne, Belgique et Grèce. Parce que en fait, D'accord. ils ont tous reçu la même formation que nous actuellement, et ils ont besoin de vérifier, à savoir est-ce que effectivement notre cursus il a été bien fait? Est-ce que justement on s'est saisi de toutes ces informations-là? Est-ce qu'au final, eh ben, on répond aux critères de cet éducateur qui
par derrière, devra après transmettre cette pédagogie, aux enfants et aux personnes qui l'entourera. Donc c'est très, très, très poussé et voilà, je tiens à préciser quoi, c'est pas une petite formation, c'est quand même quelque chose sur lequel, on recherche, on doit faire de la recherche, on est dans des stages, dans les écoles prestigieuses, hein, qui se trouvent, sur Paris, avec, justement nos confrères, qui nous forment et pendant 3 semaines, on est sur le terrain et on travaille avec ces éducateurs-là et on a des rendus, à faire à l'issue de ça pour pouvoir après par la suite, continuer dans notre formation. Mmh. Très bien, très bien. Et les personnes qui suivent ce genre de formation, parce que vous, du coup, c'est pas, vous faites pas l'école Montessori en journée, parce que les enfants vont en France, il n'y a pas forcément. On peut avoir une vraie école toute la journée Montessori en France, c'est possible. Mmh. Oui. Oui, oui, c'est tout à fait Et possible. C'est juste que du coup, moi vous j'ai faites fait la ce partie choix-là. périscolaire. Mhm. Exactement. Moi, c'est juste que moi, j'ai fait ce choix-là de pouvoir la transmettre dans le cadre du périscolaire pour que les enfants Mhm. puissent avoir, une complémentarité à ce qu'ils ont dans leur cursus en fait, classique. Ouais, Ça vient renforcer leurs apprentissages et ça vient pas ouais, déstructurer et perturber. C'est-à-dire en fait, ça vient leur apporter une compréhension en plus dans leurs apprentissages, affiner ouais. justement en fait, tout ce qu'ils sont en train d'apprendre et leur permettre de découvrir encore plus et d'aller encore beaucoup plus loin. À l'issue, Mhm. de ce diplôme, tous les éducateurs pardon travaillent dans des écoles montessoriennes. C'est-à-dire c'est après c'est quelque chose qu'on fait sur d'une manière en fait quotidienne avec les enfants. C'est-à-dire Mhm. soit les personnes décident de créer des écoles, soit les personnes travaillent dans des écoles, mais c'est vraiment sous ce format premier Ouais. qui est proposé le fait d'être éducateur Montessori. Est-ce que ce que vous enseignez, l'accompagnement que vous avez en périscolaire Oui. est, est attaché à ce que les étudiants, les élèves plutôt, font à l'école la journée, par exemple le jour même, ou Mm. bien pas forcément? Mmh. Ça a du lien parce que, ils abordent vraiment tous les aires de l'aspect Montessori et il faut savoir que le matériel Montessori en lui-même reprend tout le programme de l'éducation nationale. Donc en fait, c'est D'accord. vraiment en fait, c'est en lien, c'est-à-dire en fait tout est corrélé et ce qui permet vraiment de pouvoir, permettre à l'enfant de revenir sur ses apprentissages, de revenir sur ces apprentissages-là, pardon, mais d'une manière très ludique. C'est-à-dire on est Mhm. complètement détaché, on perçoit l'école d'une autre manière. Parce que, là on est, sur un rapport, très familial, très, détente et ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de réellement travailler, qu'ils sont en train de revenir sur leurs apprentissages et nous, le but c'est vraiment, que ça soit un réel ancrage. C'est-à-dire qu'ils soient dans cette répétition-là, mais par le biais, par le fait qu'on n'est pas, psychorigide en se disant: «Il faut qu'il s'assoie sur une table, qu'il soit concentré face à un tableau à devoir apprendre». Là, en fait, on est Ouais. au sol, sur un tapis, sur une table, on fait des expériences scientifiques, on fait de la couture, on fait de la cuisine en parallèle et en même temps, on travaille, on fait du français, on fait des mathématiques, on aborde vraiment, toutes les différentes, matières qui sont dans le français, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, les homophones, les synonymes et cetera. Vraiment dans le détail poussé et les mathématiques, le matériel, il est juste fabuleux pour revenir sur le système classique, le système décimal et on va très, très loin en opération et en compréhension. Donc on construit vraiment l'enfant à ce qu'il puisse développer sa logique mathématique, logico-mathématique et également en fait qu'il puisse avoir cette compréhension du langage et également cet enrichissement du vocabulaire. Donc c'est vraiment topissime en fait, quelque chose en fait sur lequel on peut offrir à son enfant, c'est de lui Ouais. permettre de se dire, c'est une activité, mais sur lequel il est en Oui. train de quand même revoir toutes ces notions-là, mais d'une manière très ludique et à mon sens, c'est quelque chose sur lequel il faut pas passer, à côté parce qu'aujourd'hui l'éducation nationale malheureusement, dans ce système-là, il y a des carences, il y a des choses sur lesquelles, quand il y a 30 élèves, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire, on a un programme à tenir et cetera et là, nous, ça permet de revenir en fait, tout doucement en fait, progressivement en fonction du rythme de chaque enfant. Parce que c'est un programme individuel, c'est-à-dire on construit l'enfant individuellement. C'est-à-dire moi j'ai 10 enfants, mais j'ai 10 programmes complètement différents par rapport aux enfants que j'accueille. D'accord. Très bien.
Les parents qui inscrivent leur enfant dans ce format-là, c'est quoi leurs attentes? Alors, tout dépend, effectivement du besoin de l'enfant. Moi, je pars sur le besoin de l'enfant, parce qu'il y a le besoin du parent, que Oui, j'entends, mais j'ai aussi bien sûr. également le besoin, de l'enfant. C'est-à-dire que dans un premier temps, je reçois la famille, je l'écoute, je vois qu'il y a des choses sur lesquelles qui ont été remontées par l'école, des choses qui ont été vues ou non vues. Je leur explique tout simplement, c'est pas grave justement. Moi, j'ai besoin de l'observer, j'ai besoin de l'évaluer, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de créer du lien avec cet enfant. J'ai besoin qu'il se mette en confiance et que je le mette en confiance et parce que, tout simplement, on ne travaille, on ne donne que si on a confiance en l'adulte ou en la personne qui Mmh. se trouve en face de nous. Donc en fait, le rapport premier, c'est vraiment, de pouvoir créer ce lien-là. Je ne viens pas tout de suite sur des apprentissages, au niveau des fondamentaux. Je m'assure qu'il suit le cheminement qu'il doit suivre et qu'on est passé à côté de rien le concernant, qu'il y ait eu toutes les connexions lui permettant de pouvoir après par la suite, évoluer. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces observations-là, que j'ai pu voir sur certaines petites notions en français, en mathématiques, je sais sur quoi partir, et je sais ce dont l'enfant, lui, a besoin surtout. Oui, Mmh. top. Ok. Et en général, les enfants voilà, qui suivent ce type de cursus, de programme périscolaire, quels sont les effets qu'il y a sur eux, Mmh. sur le long terme ou le moyen terme? Oui, bien sûr. Alors moi, il faut savoir que, mes élèves, je les ai pendant très, très, très longtemps. Lorsqu'ils intègrent en fait ce programme-là, le fait que, j'ai un rapport, très proche, que ça soit avec l'enfant, mais également avec les familles, je les tiens informés en fait à peu près à partir de après chaque séance, un petit peu progressivement de ce qui a été vu, ce qui a été travaillé et je les reçois en Mhm. fait en bilan, un bilan individuel 2 fois dans l'année auquel je leur restitue le travail pédagogique. Ce qu'il en ressort, c'est que, l'enfant, il évolue parce qu'il est dans un cadre, dans un environnement bienveillant sur lequel, on l'a accepté comme il était et surtout, en fait, on a compris qui il était et ce qu'il avait besoin et c'est-à-dire on a vraiment personnalisé les choses en disant que, bah, entre guillemets: «C'est toi la star, c'est toi qui qu'on met à l'honneur et c'est nous qui nous adaptons, qui nous mettons à ton niveau» et donc ils viennent, ces enfants-là, avec beaucoup de plaisir. J'ai certains enfants vraiment, ils pleuraient à la fin de l'atelier, ils ne voulaient pas partir et donc Mhm. et le fait qu'on ait les retours des familles en disant: «Bah, là, il a évolué en telle et telle chose» et c'est surtout que moi, je leur donne des recommandations aux familles. Là, actuellement, on est en train de Ouais. travailler telle et telle chose et ben, à la maison, continue en fait à répéter comme ça, moi aussi, je vais continuer à renforcer. En fait, je travaille vraiment d'une manière où le parent est inclus dans cette éducation. C'est vraiment une Ouais. coéducation avec la famille et donc j'inclus vraiment toutes les personnes concernées dans cette éducation et les enfants, ils viennent avec plaisir et ils repartent, ils sont hyper contents et le parent voit cette évolution parce qu'il est au plus proche, au fait de ce qui a été mis, ce qui a été travaillé et comment on a cheminé et moi Ouais. ça a toujours été ma politique, hein, je suis très transparente dans ce que je fais avec les enfants. Si c'est des choses que l'on fait, on le dit clairement, on dit, voilà, nous, c'est ce qu'on met en place. Par contre, je ne suis pas là pour vendre du rêve. C'est-à-dire que, les choses, elles se font, progressivement et petit à petit. Mhm. Les parents qui sont dans cette précipitation et qui pensent que justement, moi, en quelques séances, je peux faire rattraper, le programme, je peux faire le programme du CP, CE1, CE2, en quelques séances, ce n'est pas possible. Il faut Ouais. laisser aussi le temps à ce que le cerveau et que l'enfant aussi puisse s'imprégner de toutes ces notions-là et que ça se fait progressivement. On n'apprend pas à Mhm. marcher en un jour, on n'apprend pas à parler en un jour. Les choses se sont faites progressivement et les apprentissages également se font progressivement. Et ça, c'est important qu'ils Mhm. puissent l'entendre parce qu'ils sont affolés, ils sont dans cette peur de dire mon enfant il est en retard, nanana, comment je fais, etc. Alors, on va reprendre les choses, on va le faire ensemble progressivement, mais il va falloir se dire que bah, un enfant il apprend, mais c'est petit à petit, c'est dans la répétition et il faut pas attendre à ce que il y ait un miracle qui se fait en fait dans les mois qui, enfin quand je dis dans les mois qui se suivent, l'enfant il progresse, mais ce que je veux dire c'est il en ressort pas avec voilà, c'est-à-dire c'est plus il sera là
au fur et à mesure, c'est-à-dire les années qui vont suivre, etc. Et là, on va voir, en fait, cette année-là, on a pu travailler telle et telle chose. Lui, c'était vraiment ça qu'il avait besoin. L'année Ouais. d'après, il est beaucoup plus en confiance. On a pu avancer sur certaines problématiques, mais du coup, on a pu résoudre d'autres problématiques, et ainsi de suite, en fait, d'année après année, en fait, on avance et on chemine, voilà, Ouais. progressivement. Super. Et le nombre d'heures qui sont faites après les cours, c'est combien de temps? Enfin, s'ils finissent à 16 heures ou 17 heures, je sais pas, à l'école, ils viennent juste après ou ça se passe comment exactement? Alors justement, ils viennent pas après l'école, ils viennent, sur un temps, périscolaire, c'est-à-dire soit le mercredi, le samedi et le dimanche, hors de l'école, Ah, ok, 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 qui d'accord. Ok. permet, voilà, d'avoir une séance complète, par rapport à ça. Les maternelles, ils viennent pendant 2 heures et demie, et les primaires, ils sont là pendant 3 heures. 3 heures Par d'atelier, semaine. ouais, par semaine. D'accord. Mmh. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça peut être mercredi après-midi, samedi ou dimanche. Excellent. Exactement, c'est vraiment Ouais, ça. Mmh. ok. Et les parents, donc, est-ce que c'est aussi un lieu où les enfants font leurs devoirs ou non, c'est un autre, c'est pas ici qu'ils font leurs devoirs? Alors, ils reviennent, ils ne font pas leurs devoirs, c'est-à-dire ils viennent pas avec, leur support en fait de l'école, et qu'on essaye de voir cette notion de cette manière-là. C'est plutôt les notions qu'il a pas compris. C'est-à-dire que dans cette volonté de voir, jusqu'où il en est, parce que nous on a, au préalable, on connaît en fait tout le programme de l'éducation nationale qui va, de la maternelle jusqu'au CM2. Donc c'est-à-dire en fait par Ok, niveau et par tranche d'âge, on sait quels va être les objectifs, et on va voir où est-ce que lui, il en est par rapport à ce programme-là, où est-ce qu'il est situé, d'accord. dans son rythme, et on va venir en fait enrichir progressivement, de la sorte, plutôt. Que ça Ok, soit en français, que ça soit en mathématiques, que ça soit en histoire, que ça soit en géographie et autres. Et donc en fonction de ça après, on le sait parce que les parents aussi nous disent voilà certaines petites choses le concernant au niveau de certaines matières. Donc après, oui, on va les vérifier en interne et on va venir essayer de les travailler. On va dire bon ben voilà, mais toujours je réitère, mais dans cet espace et dans cet univers en fait très ludique, très décomplexé, on est là, cool, et c'est aussi ce dont ils ont besoin, parce que après l'école, on refait pas l'école. En fait, on le refait mais différemment pour les enfants, parce que sinon c'est très compliqué pour eux. d'accord. Et donc pour la seconde partie, donc c'est les enfants en situation de handicap, si j'ai bien Oui. compris, hein. Mmh. Donc ça, c'est un accompagnement spécialisé qui est différent. Mmh. Et comment est-ce que ça se passe? Ouais. Alors, j'ai envie de revenir à son origine, parce que, Oui, ça me tient à cœur, de vous le transmettre de cette manière-là. C'est surtout que, il faut savoir que moi, dès que j'ai ouvert en fait les ateliers, les familles, de ces enfants-là, m'avaient sollicité, et ils me demandaient, est-ce qu'il était possible de pouvoir prendre leurs enfants et de pouvoir les accompagner. À oui, cette époque-là et à ce moment-là, moi j'ai ce souci de vouloir bien faire les choses. Si je fais quelque chose, je le fais parce que, heu, bah, j'en connais, enfin voilà, je le maîtrise, et parce que je sais que je peux le faire. Comme je l'ai dit, je suis très transparente. Si je sais faire, je sais faire. Si je sais pas faire, je dis: «Ah non, par contre, non, on hmm, fait pas». Je ne vends pas, encore une fois, du rêve et je ne nourris pas, en fait, ce côté, en fait, un petit peu imaginaire de la personne. Et ben moi je leur disais à ces familles: «Malheureusement, on n'est pas du tout adaptés en fait, on n'est pas formés, ce n'est pas possible pour nous». Donc d'année en année, c'était ce que je répétais, c'est ce que je disais en fait à ces familles-là, malheureusement. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai eu comme ça une éveil de conscience où, je me suis dit, «Bah non Aïssé, bah en fait, à un moment donné, il va falloir trouver une solution en fait à ces familles. Pas continuer à nourrir en fait, cette société de cette manière-là, en faisant comme le petit singe: «Je ne vois pas, je n'entends pas, ça ne me concerne pas», et que tout le monde hmm, reconduise en fait, et relance la balle à l'autre en fait en disant: «Bah tiens, à toi maintenant», de cette manière-là. Et je me suis dit, et surtout en fait ça m'a permis de revenir vraiment,
encore plus profond. C'est-à-dire comme je suis dans une pédagogie alternative, Montessori, et il faut savoir qui était Maria Montessori. Elle s'occupait en fait dans un premier temps des enfants d'ouvriers. Les ouvriers, ils travaillaient, c'était pas comme nous à notre époque, on travaille 7 heures, etc. Non, eux c'était pas les 35 heures. Et donc ces enfants, ils étaient à la rue. Elle s'en est occupée de cette manière-là. Elle leur a appris les codes en fait de la société. Pour être intégré dans une société, il faut déjà dans un premier temps prendre soin de soi. Il faut être propre, il faut avoir une certaine éthique, montrer quand même une certaine sens qui t'emmène à ça. Donc elle leur a appris toutes les bases d'hygiène et elle a travaillé avec eux. Ensuite, C'est elle vrai, c'est s'occupait beau des dit. enfants à déficience mentale. Et c'est là où ça prend tout son sens. C'est-à-dire, c'était aussi des enfants qui étaient un petit peu rejetés de la société. Et elle s'est dit, bah, elle va mettre en place un accompagnement, elle va utiliser son matériel pour essayer de leur faire passer ce qui aujourd'hui nous considérons comme le brevet des collèges. Donc elle a mis Mhm. tout un programme en place, elle les a vraiment accompagnés et ils ont tous réussi. Ils ont réussi. Et là, ils étaient vraiment tous abasourdis. Ils étaient vraiment, ils se sont dit comment c'est possible, qu'est-ce qu'elle a fait de Ouais, plus de cette manière-là. ouais. Et en fait, en venant à tous ces fondements, je me dis bah je peux pas non plus étant dans cette pédagogie alternative, ne pas vouloir proposer quelque chose en fait à ces familles, à ces enfants de cette manière-là. Donc j'ai voulu vraiment prendre le temps de créer un projet pédagogique, voir sur le terrain ce qu'il se faisait, ce qui ne se faisait pas, voir quel était leur accompagnement, me renseigner, voir les différentes façons de faire, également de me rapprocher de professionnels. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Et ensuite, bah, d'où est né ce projet Handicap Héros. Cap pour devenir des héros, parce que c'est vraiment notre Mhm. volonté. Pour nous, c'est des héros au quotidien. Ils se battent contre leurs maladies, contre leurs différences, et ces familles aussi également. Et on voulait vraiment les mettre à l'honneur. On a voulu vraiment bah, se dire que ils sont là, ils existent et ce sont des enfants comme tous les autres. Et nous, on les considère vraiment comme tous les autres enfants. On fait abstraction de leurs différences, entre guillemets, et on leur parle comme les autres enfants. Il n'y a pas Mhm. de gâteau bababa de cette manière-là ou autre. Non, ils ont des émotions comme les autres enfants. Et ils sont merveilleux. Et aujourd'hui, on se bat pour ce projet. Parce qu'il n'est pas tout simple. Magnifique. Parce que, voilà. J'imagine que ça demande plus d'efforts aussi, ça demande plus de ressources. Donc oui, euh, Mais tout à fait. Tout à fait. Ça demande, c'est super. ouais, c'est, Ouais. c'est vraiment ça. Ça demande des ressources, que ça soit en fait d'ordre humain. Ça demande des ressources financières parce qu'ils ont leur manière à eux de s'exprimer. Donc, c'est-à-dire que nous, tout le matériel pédagogique qu'on a, bah, il y a beaucoup de casse parce que ils contrôlent pas leur force ou parce qu'ils ont pas cette sensibilité à se dire que bah je dois faire attention, c'est du matériel, il coûte cher. Enfin voilà, ils ont pas toutes ces notions là. Donc Ouais. c'est pas forcément évident. Quand ils sont en crise, en colère, bah voilà, on a un enfant, il nous a un petit peu abîmé notre porte en fait, une des portes parce qu'il était vraiment en grosse crise en crise et c'était pas forcément évident. Et nos locaux Ouais. actuels, ils sont plus du tout en fait adaptés en fait pour pouvoir accompagner bah, ces enfants dans notre espace parce que nous on est dans un local associatif, c'est un bail associatif, mais on est dans un appartement, un T3 de 66 mètres carrés. Et aujourd'hui en fait on a vraiment cette volonté de pouvoir, de vouloir en tout cas changer de lieu. En fait, c'est plus que Mhm. urgent parce que notre bail il prend fin décembre 2025. On n'aura plus de locaux, on n'a plus de Ouais. possibilité de mener à bien justement nos actions. Et là, c'est de trouver bah, nos nouveaux espaces hein, pour pouvoir bien dissocier les deux activités et aussi vraiment pour permettre à ces enfants avec ces besoins spécifiques et leurs particularités d'être dans un environnement en fait encore meilleur pensé pour eux dans lequel ils pourraient encore une fois mieux s'exprimer et on pourrait mettre à leur disposition un meilleur accompagnement. Magnifique. Que là vous facilite. S'il y a des auditeurs, des auditrices qui peuvent aider, qui sont dans la région et qui peuvent donner un petit coup de pouce, vous pourrez contacter AIC. Hein, je mettrai ses coordonnées en description, Inch'Allah.
Mais en tout cas, Euh, magnifique, qu'Allah vous euh, facilite. Et euh, j'ai vu dans ta description que vous avez accompagné plus de 500 personnes, 500 enfants, pardon. Donc mm, c'est énorme. Vous avez commencé mm. en quelle année? En 2016. D'accord. Et j'imagine que Ouais. ça va crescendo en termes de nombre de personnes que vous accompagnez, mais ça devient limité par rapport à l'espace. Exactement, ça vient limiter par rapport à l'espace et c'est surtout que, Ouais, encore une fois, je suis quelqu'un qui est très aligné à vouloir offrir en fait un service de qualité et à proposer quelque ouais. chose de bien et nous qui sommes dans un accompagnement où on prend en charge des enfants et des familles, un lieu c'est tout pour nous. Un lieu, c'est la moitié de notre activité. Ça représente la qualité de notre travail aussi également et le fait qu'on Hum, soit dans un lieu qui est pas réellement représentative de notre projet global de cette manière-là, bah, ça nous freine un petit peu dans énormément de choses. Et c'est surtout que là, c'est juste que c'est plus possible parce que ces enfants, ils ont besoin d'espace. On n'a pas l'espace nécessaire et que c'est surtout que ce sont des familles qui comptent sur nous parce que ils ont retrouvé un nouveau souffle en fait pour leur enfant. ouais. Leur enfant, il a évolué et voilà, il y a eu beaucoup d'échos autour de ça dans les écoles par rapport en fait à l'accompagnement qu'on propose. On travaille en lien également avec elles. On est présent aux réunions à ERSS pour les enfants, pour leur orientation future. Et ça, c'est important voilà, de le préciser, de le souligner. Et, Inch'Allah, on Ouais. espère pouvoir mener à bien ce projet, continuer nos missions dans ce sens-là. Inch'Allah, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. On fait quelque chose d'honorable et de très bien. Donc, la facilitera, Inch'Allah. Et on Mm. espère en tout cas. Euh, on approche bientôt de la fin du podcast AIC. J'ai Oui, quelques questions de fin, mais avant ça, je voulais te demander quelles sont les compétences que personnellement tu trouves est la plus utile dans ton travail. ah oui. Alors, je sais pas comment les mettre dans quel ordre, mais je vais les dire de cette manière-là. Il n'y a pas de numéro un, numéro 2. Ouais, Je dirais dans un premier temps la patience. La patience, euh, être constamment dans une positivité, c'est-à-dire même quand l'enfant en fait il fait quelque chose, hein, c'est trouver du positif dans même l'erreur qu'il est en train de faire, parce que c'est comme ça qu'il apprend, et de ne pas incriminer, de ne pas être dans cette dans vouloir dans cette volonté de vouloir blâmer ou de vouloir pointer cette erreur, parce que c'est notre rôle en tant qu'éducateur Montessori, et se remettre constamment en question, se remettre constamment en question. Je trouve que c'est une arme importante pour pouvoir mieux faire, pour pouvoir également corriger sa pratique et pouvoir après par la suite redonner. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Est-ce que je pourrais en rajouter une autre par rapport à ça? Être une personne inventive, de ressources, en fait très créatif aussi, hein, ne pas hésiter à prendre des initiatives, à arriver en fait à se remettre à la hauteur de l'enfant, c'est aussi de se reconsidérer comme un enfant et de se dire qu'on est pareil. Et je pense que ça aide hum, beaucoup. Avoir une manière très théâtrale et dans sa manière, dans sa gestuelle, pour pouvoir amener l'enfant à pouvoir faire ressortir bah, ses émotions et qui il est. Et je trouve que ça fonctionne énormément. magnifique, magnifique. Euh, Est-ce que tu as une recommandation de livre en particulier qui t'a, parmi les livres Montessori que tu as pu lire, pour les parents qui sont intéressés par cette éducation? Oui, 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 oui. Euh, c'est vrai que les livres que moi j'ai lus de Maria Montessori, avec la traduction, parce que de l'italien au français, c'est très technique. Mais c'était vraiment spécifiquement par rapport à nos cours. C'est pas des livres qu'on va pouvoir lire comme ça en vacances ou où on va vouloir relâcher son esprit de cette manière-là. Ouais, Mais par contre, on a les livres justement de Céline Alvarez qui les a repris ouais, et je trouve ça top. C'est les lois naturelles de l'enfant. En fait, d'accord. c'est les lois naturelles de l'enfant. Ça, c'est son premier tome. Le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils sont vraiment très, très, très bien faits. Oui, Et c'est une lecture accessible à tous, hein, vraiment. Voilà, ce que je pourrais ok, pour pouvoir se d'accord. renseigner sur la pédagogie Montessori, en apprendre davantage et comprendre encore une fois comment un enfant, encore une fois, bah, je veux pas dire fonctionne, mais euh, voilà, ce qui se passe en lui et c'est connecté avec les neurosciences, hein, et ce qui est très important. Donc
Ouais, Donc magnifique, voilà magnifique. ce que je pourrais conseiller. Est-ce que il y a une information ou un message que tu aurais voulu faire passer, que je n'ai pas pu faire passer, avant que je te pose une dernière question après? Ouais. Moi, je pense avoir fait passer tous les messages, notamment sur nos besoins actuels, en fait, en termes de local. On est vraiment dans cette recherche et même de ressources parce que, au final, notre projet, il a besoin d'être soutenu également financièrement si on veut pouvoir le pérenniser. Et c'est surtout que je trouve ça vraiment dommage, sachant qu'en région parisienne, il n'y a pas il n'y a pas d'initiative comme la nôtre. En fait, c'est vraiment en fait un projet innovant et sur lequel c'est pour les enfants et vraiment tous les enfants. Donc ça Hmm. nécessite qu'on puisse vraiment un petit peu s'y pencher un petit peu plus et prendre le temps de le découvrir, de faire passer le message, mais également d'une manière quelconque de pouvoir soutenir, nous suivre de cette manière-là. Je pense que je reste convaincue que euh, qu'on ait une force à nous tous, c'est-à-dire que Ouais, lorsqu'on se connecte les uns les autres, lorsqu'on partage les choses de cette manière-là, on arrive à faire tellement de grandes choses et c'est formidable. Et j'espère aussi également que les gens, et ben notre message fera écho auprès de quelqu'un et pourra permettre de nous aider à faire évoluer ce projet d'une quelconque j'en manière. suis sûr. J'en Inch'Allah. suis sûr, Inch'Allah. Et enfin, bah, justement, pour vous suivre votre travail, vous contacter, si les personnes souhaitent vous contacter, par exemple, comment faire? Ou Alors rejoindre même comment faire? l'école pour les plus jeunes, je pense que vous avez un Ouais. site internet, j'imagine. Oui, c'est vrai que tout ce qui concerne les activités, on est active, principalement sur le réseau, social, Instagram. Donc, Ok, vous pouvez taper, arborescence.montessori et vous allez facilement nous retrouver. Ça, c'est une première ok, des choses. Vous pouvez nous contacter, via le site internet qui est, arborescence par contre montessori.com. ok, Et vous allez trouver facilement le numéro de téléphone pro et l'adresse mail par laquelle nous contacter si besoin. Et très il y bien. a toutes les informations Ouais, nécessaires en termes d'inscription. Il y a juste à suivre et vous cliquez, vous rentrez toutes les informations et vous serez automatiquement contacté pour une future inscription si c'est ce qui vous intéresse pour vos enfants et moi qui suis sur LinkedIn, sur lequel mhm, j'essaye d'être un peu active, voilà, à hauteur de à mon niveau pour pouvoir mhm. partager un petit peu tout ce que voilà, tout ce que je fais, tout ce que j'essaye de mettre en place. Donc voilà. Donc moi, mon nom c'est Très bien. Aïssé Sissoko avec un C, Je C-I-2-S au mettrai cas tout où. ça, je mettrai tout ça en description. J'ai tout noté. J'ai retrouvé le site, j'ai tout noté, Inch'Allah. Je mettrai ça en description pour ceux qui sont intéressés. Vous pourrez aller voir en bio. En tout cas, Aïssé, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je trouve que ce que tu fais, c'est, comme tu dis, c'est nécessaire et ça demande beaucoup d'énergie. Mm, Et c'est souvent assez ingrat parce que voilà, en mm, termes d'énergie et de reconnaissance. Et comme tu dis, parfois, là, tu as des problématiques de lieu, de moyens financiers euh, qui sont là. Et c'est pas forcément évident, tout comme mm, c'est pas forcément évident aux écoles classiques. mm. Mais voilà, je demande à Dieu qui vous facilite. Et encore une fois, Amin, si un auditeur ou amin. une auditrice se sent de pouvoir faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter pour aider, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik à toi de m'avoir invité j'ai beaucoup apprécié justement nos échanges. Donc, Inch'Allah, c'est que le début d'une belle aventure parce que, voilà, alhamdoulilah, voilà, tu es quand même quelqu'un qui met assez à l'aise les personnes et je trouve ça bien parce que ça nous permet après par la suite de pouvoir, comment expliquer, aller en profondeur sur des sujets et pouvoir un petit peu nous découvrir et faire connaître des projets comme les nôtres. Donc Merci rien que pour beaucoup. ça, également je te félicite pour ce que tu fais et Merci qu'Allah beaucoup. voilà mette la baraka dans tout ce que tu mets en Amin. place et Pareillement, t'accompagne également pareillement. dans tous tes projets Inch'Allah et encore une fois je serai présente au 17 mai à ton événement. Pour ceux qui souhaitent Je ne rencontrer le Aïssé, raterai vous pas. savez quoi faire. Merci beaucoup, Aïssé. Ouais. Merci beaucoup. Mm. Inch'Allah, on se retrouvera le jour de la conférence. Et d'ici là, bah, Exactement. écoute, porte-toi bien. Et puis, bon Mm. courage avec
Arborescence. Barakallahu fik à toi, merci. À très bientôt. Salam À très alaikum. bientôt. Alaykoum salam wa rahmatullah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.